Bonjour, messieurs, mesdames. Je m'appelle Christine Azarowski. Je suis directrice du département de médecine sociale et préventive ici à l'ESPUM. Je suis aussi responsable des chercheurs en santé mondiale du centre de recherche du CHUM. Alors, je suis très contente et très heureuse de vous accueillir ici aujourd'hui au nom du CRCHUM et de l'URSPUM et de l'ESPUM et de l'USI. Alors, nous sommes tous convoqués pour continuer et commencer une discussion, une conversation entre chercheurs et intervenants en santé publique, santé mondiale, d'un peu partout à l'Université de Montréal, des différents centres de recherche. Et je vais présenter notre conférencier dans un moment, mais je vais lui laisser encore quelques minutes pour que ne soit pas interrompu. Nous avons beaucoup entendu parler de l'Ebola. Et aujourd'hui, nous avons une opportunité d'aller un peu plus loin, un peu plus de profondeur sur un volet qui n'était pas tellement discuté lors des médias, mais qui est très important par rapport à la surveillance et les contrôles des maladies transmissibles, mais aussi de la santé en général et le renforcement du système de santé. Alors, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous présenter et d'accueillir chez nous un Dr Ousmane Ly, qui est responsable pour la télésanté et tous les trucs de technologie d'information et de communication dans le ministère de la Santé au Mali. Alors ça, c'est très intéressant et très important parce qu'il y a, d'un côté, nous savons qu'il y a vraiment beaucoup de hype par rapport au M-Health, le e-Health et tout ça. Il y a aussi beaucoup de hype par rapport à l'Ebola. Alors, on va mettre ensemble les deux hypes, mais peut-être d'essayer d'échapper un peu le hype et aller un peu plus en profondeur. Alors, nous avons un conférencier qui est très, très bien qualifié pour nous en parler. D'abord de son rôle actuel au Mali, au ministère de la Santé du Mali, mais aussi par sa formation comme médecin et aussi spécialiste en technologie d'information et de leur gestion dans le contexte de santé. Alors, je vous invite de l'écouter et ensuite de participer dans une conversation qui, j'espère, qui touchera à la fois sur l'Ebola, mais aussi les rôles ou les limites aussi des TIC. Alors, merci et bienvenue chez nous. Merci bien. Pour commencer, je suis vraiment très heureux de voir qu'il y a plus de 2 personnes, parce que quand on m'avait annoncé, je pensais qu'il y allait y avoir seulement 2 personnes. Alors là, je suis heureux d'avoir ce si grand et beau public. Alors, pour commencer, moi, je ne veux pas vous parler de biologie de Ebola. Non. Je ne veux pas vous parler de physiopathologie. Je ne veux pas vous parler de comment est-ce que ça se transmet, comment ça s'attrape. Probablement, oui, je parlerai de comment on peut éviter. Mais comment on peut éviter grâce à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Moi, je suis médecin de formation, et je me suis spécialisé, comme elle a dit, dans les technologies de l'information et de la communication. Je suis directeur de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale au Mali, qui est l'agence qui gère tout ce qui est les questions d'utilisation des technologies de la santé. Je travaille avec toutes les autres structures du ministère de la Santé, qui soient publiques, privées ou communautaires, confessionnelles ou même humanitaires. Je n'ai pas mis tout ça ici parce que je suis dans l'université, donc j'ai préféré plutôt mettre mon rôle d'enseignant à la faculté de médecine, au DR de santé publique, comme on parle ici de santé publique et de santé mondiale. Et la santé mondiale est un domaine qui m'intéresse énormément parce que je commence à entrer dedans. Et j'espère qu'on fera beaucoup de chemin ensemble sur ce plan. Donc, le plan, il va être assez simple. Je vais vous parler du contexte, un peu de définition de la maladie à virus Ebola, des outils technologiques qu'on peut utiliser dans le cadre de cela, des sites web et médias sociaux. Donc, les numéros verts et les campagnes SMS, et puis donc, pour le contexte, depuis février 2004, une épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola sévit en République de Guinée. L'alerte a été donnée par les autorités le 21 mars 2014. Le premier cas de MV a été enregistré historiquement au Zaïre, actuel RDC, République démocratique du Congo, en 1976. Entre septembre et octobre 1976, la flambée avait fait 318 cas, détecté avec un taux de mortalité de 88%. C'est vraiment très très mortel, cette maladie.
D'autres épidémies de virus Ebola ont été observées au Soudan, au Gabon, etc., dans la Corne de l'Afrique, en Afrique centrale. Mais c'est la première fois que l'Afrique de l'Ouest enregistre une flambée de cette maladie. Avec l'extension de l'épidémie aux États voisins, qui sont la Sierra Leone et le Libéria, avec un nombre très élevé de décès. Alors, l'Afrique fait face à la plus grande flambée jamais enregistrée de maladies à virus Ebola. Ceci a amené l'OMS à décréter une urgence sanitaire de portée mondiale. Ce qui fait que nous sommes vraiment sur les questions de santé mondiale. Cette carte nous montre un peu le nombre de nouveaux cas de maladies à virus Ebola signalés en Afrique de l'Ouest du 28 septembre et le 18 octobre 2014. Et plus de cas dans la région autour de Monrovia, le district de Libéria, dans la région de Freetown et le district du nord-ouest de Sierra Leone, ainsi qu'à Massanta. Donc, la Guinée est là, c'est là où est partie l'épidémie. Voilà la Sierra Leone et voilà le Libéria. Mais tout le problème se trouve dans cette zone-là. C'est de là où est partie l'épidémie en Guinée et ça a atteint les 3 pays. Et puis rapidement, ce qu'on a remarqué, c'est que les capitales ont été rapidement atteintes. Monrovia, Freetown et Conakry. Bien. Bon, j'avais dit que je n'allais pas faire de clinique, mais quand même je vais définir un peu la maladie pour qu'on s'entende de quoi on parle. La maladie à virus Ebola, auparavant appelée fièvre hémorragique à virus Ebola, est une maladie grave, souvent mortelle, dont le taux de létalité peut atteindre 90%. Elle touche l'homme et les primates, les singes, les gorilles et les chimpanzés. Le virus Ebola appartient à la famille des filovirus, qui regroupe des virus à l'apparence filamenteuse caractéristique. C'est pour ça que si vous allez sur tous les sites web, vous allez voir des sortes de vers qu'on présente un peu partout. Elle est apparue pour la première fois en 1976, comme je le disais, lors de 2 flambeaux simultanés. L'une dans un village près de la rivière Ebola, d'où la maladie tire son nom, et l'autre dans une zone isolée du Soudan. On ignore l'origine du virus Ebola, mais sur la base des données disponibles, on considère que les chauves-souris frugivores, les pteropodes, en sont les hôtes probables. Mais encore une fois, on ne peut pas affirmer, comme c'est écrit dans la Bible ou bien dans le Coran, non. On est en train de chercher encore. C'est ce qui fait même la problématique de cette maladie. Alors, quand ça s'est passé, nous, dans certains pays en Afrique de l'Ouest, on a essayé d'utiliser un certain nombre d'outils technologiques pour apporter la contribution dans le cadre de la prévention et la lutte proprement dite. Pour cela, on a eu des applications et outils accessibles au grand public qui sont les sites web, les médias sociaux, les numéros verts et les campagnes SMS avec les opérateurs de téléphonie mobile. Il y a des applications pour les professionnels de santé et les décideurs qui comprennent les sites web encore, les logiciels de statistique, les tableaux de bord, les systèmes de suivi de contact et de gestion des cas, utilisant les technologies mobiles comme le cellulaire et le GPS et les logiciels de cartographie. Pour ce qui est des sites web et les médias sociaux, l'ensemble des informations officielles par rapport à la gestion de l'épidémie a été rendu accessible pour les citoyens et les professionnels de santé sur les sites web officiels de plusieurs ministères de la Santé et sur les médias sociaux comme Facebook, YouTube et Twitter. Mais il faut noter que certains pays n'en possèdent pas jusqu'à présent. Donc j'ai essayé de faire le tour de tous les pays qui ont été touchés par l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui n'ont pas été touchés, je ne montrerai que 3 pays pour nous permettre de gagner du temps et qu'on puisse discuter après. Donc vous voyez pour la Guinée, je ne sais pas si vous pouvez faire l'exercice après, mais jusqu'à présent, la Guinée n'a pas de site web officiel pour son ministère de la Santé. Donc ça c'est un blog qui a été fait par un Français. Et ce blog n'est même plus maintenu depuis janvier 2013.
Donc on peut dire que la Guinée ne transmet pas d'informations officiellement sur le web, sur Internet par rapport à cette maladie. Et pourtant, c'est le premier pays qui a été touché. Par contre, il y a beaucoup d'informations par rapport à la Guinée sur le web. Si vous partez sur le site de l'OMS, le site du CDC, de Médecins du Monde, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge. Ça, c'est le site web du ministère de la Santé du Libéria, qui donne beaucoup d'informations sur Ebola. Donc, comme vous le voyez, même sur la page d'accueil, vous allez voir, après un exercice, les professionnels qui ont été équipés avec les équipements individuels de protection, les EPI. Donc, mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ce site web est récent. Il a moins d'1 an. Donc, a été mis en place avec la crise. Nous avons le site web du ministère de la Santé du Mali, donc, qui donne beaucoup d'informations aussi sur Ebola. Vous pourrez faire un tour là-dessus. Donc, comme vous le voyez même, il y a des informations de prévention qui sont bien claires dessus. Il y a la présence des numéros verts. Donc, et ce site web est à jour. Bon, bien sûr, j'en suis le responsable, donc je dois faire attention. Nous avons celui du Nigeria. Donc, comme vous le voyez aussi. Donc, ça, c'est la campagne de l'Union africaine pour Ebola qui est là-dessus. Mais il y a très peu d'informations sur le site web du Nigeria. Par contre, et pourtant c'est un pays qui a beaucoup utilisé les médias sociaux, qui a utilisé, vous allez le voir, les systèmes de géolocalisation des cas, de suivi des cas par téléphonie mobile. Mais quand on regarde sur le site web officiel, il y a peu d'informations. Mais par contre, tout ce qui est organisation non gouvernementale, tout ce qui est organisation sous-régionale ou internationale, offre beaucoup d'informations par rapport à Ebola sur le web. Et ils ont ce qu'on appelle aussi les réseaux sociaux qui sont très actifs. Et là, parce que c'est le citoyen qui interagit beaucoup. Donc après le Nigeria, nous avons le Sénégal, qui est aussi un pays qui a été touché, mais c'est un seul cas. Mais quand même, on dit, avec Ebola, un seul cas, on est en épidémie. Donc, vous le voyez aussi, c'est un site qui a beaucoup d'informations sur Ebola. Vous voyez, les numéros verts sont déjà présents et beaucoup de vidéos. Ils ont aussi les liens par rapport aux réseaux sociaux. Le Sénégal a été vraiment le champion par rapport à l'utilisation de Facebook dans la sous-région pour la campagne. Donc, ils ont fait vraiment un relais très important auprès de la communauté des jeunes, surtout les jeunes rappeurs, voilà, donc qui ont été vraiment très actifs pour permettre aux gens de comprendre, d'avoir beaucoup d'informations sur Ebola et surtout de lutter contre la piscose, parce que ça a vraiment amené une piscose au Sénégal. Nous avons celui de la Sierra Leone, qui contient aussi beaucoup d'informations. Et là aussi, ça, c'est l'image d'un centre de traitement, comme ça, géré par, je pense, ça doit être Médecins sans frontières, et non, pas Médecins sans frontières, la Croix-Rouge internationale. Et là aussi, c'est la même particularité que le Libéria. Bien avant l'épidémie, il n'avait pas de site web officiel. Donc, ça aussi, c'est un site qui est moins de 1 an. Donc, les pays non touchés par l'épidémie, je vais juste prendre 3 pays. Je n'ai pas voulu faire le tour de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est juste 3. Un pays francophone qui est frontalier avec un pays en crise, la Côte d'Ivoire. Donc, comme vous le voyez, et aussi, ils ont un site web assez longtemps. Ils ont les numéros gratuits. Ils ont aussi beaucoup d'informations par rapport à Ebola.
Et dans le pays aussi, il y a une bonne activité de la société civile et surtout du secteur privé qui est très actif dans la lutte contre Ebola, qui a mené beaucoup d'activités. Et donc, on peut retrouver si on part sur Google. Un pays anglophone qui est dans la zone aussi, qui est le Ghana. Donc, comme on voit, eux aussi, ils donnent beaucoup d'informations sur leur site web. Et là, ça fait par exemple au niveau de l'aéroport de Accra, avec les cordons sanitaires qui ont été mis en place là-bas. Donc, ils sont aussi bien mis à jour. Alors, le dernier pays que je prends, c'est un pays lusophone. Donc, vous le voyez, je présente juste leur page de l'OMS. La Guinée-Bissau n'a pas de site web officiel. Le ministère de la Santé de la Guinée-Bissau, pas de site officiel. Donc, si on veut chercher de l'information, c'est très difficile. Et il y a très peu d'informations vraiment sur Ebola. Donc, cela veut dire que du côté, sur l'utilisation des outils électroniques, ça ne marche pas très fort dans ce pays. Et ce qu'il faudra aussi remarquer, je reviens juste un peu en arrière, vous regardez, pour le Ghana, c'est un .org. Ça, c'est extrêmement important. Regardez, pour la Côte d'Ivoire, c'est gouv.ci. Pour Sierra Leone, gov.sl, Sénégal.sn, .ng et .ml. Pourquoi? Parce que ça permet de savoir que ça vient de l'autorité gouvernementale officielle. Pour le Ghana, ça peut prêter à confusion parce que c'est un .org, ça veut dire que c'est une organisation. Donc, souvent, dans nos pays, les décideurs n'ont même pas conscience que ça. Un site web gouvernemental du Canada, vous allez voir que c'est le .ca. Et ici, c'est le Québec, il y a le .qc qui est au milieu. .qc.ca. Rien que ça peut vous dire que, voilà, cette information, elle est officielle. Et donc, si c'est le .org, le .com, le .net, n'importe quelle organisation obscure peut acheter le nom de domaine et puis mettre quelque chose à la place du gouvernement ou bien des autorités officielles. Et souvent, ça, c'est des choses qui sont passées avec Ebola, où il y a des structures qui ont publié des informations qui ne sont pas vérifiées, qui sont non vérifiables et qui amènent la psychose parce que les gens savaient l'information avant même que les autorités politiques ne transmettent. Par exemple, c'était le cas du Mali. Je vais revenir un peu là-dessus dans le processus de présentation. Les numéros verts et les campagnes SMS. La plupart des pays, qu'ils soient touchés ou non, ont mis en place des dispositifs d'information et de communication grand public, comprenant des numéros verts gratuits, c'est-à-dire c'est totalement gratuit pour l'appélant, et envoi de SMS à tous les téléphones mobiles du pays. Ça, ils ont pu bien le négocier avec les opérateurs, donc, qui ont été vraiment très compréhensifs, parce qu'eux, ils sont là pour faire du business. Mais avec Ebola, ils ont rapidement compris que si jamais il y a beaucoup de gens qui sont malades et que les gens ne viennent plus, leur affaire va s'arrêter. Donc, ils ont décidé d'envoyer des millions et des millions d'SMS gratuitement à la demande des gouvernements. Pour le cas du Mali, on a dû faire 5 itérations sur 4 semaines pour rendre le numéro vert totalement opérationnel. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'était notre première expérience. L'administration malienne n'avait jamais utilisé le processus de numéro vert. Donc, on a appris avec ça. Bon, quand bien même qu'on aurait pu avancer plus tôt. Et pour nous, le numéro vert, ça doit être normalement ici, quand on vous dit c'est un numéro vert, c'est un seul numéro avec 3 ou 4 chiffres, pas plus. Donc, l'évolution de notre situation au niveau législatif a fait qu'on n'a pas pu avoir ça. On a 3 numéros verts, nous. Ce qui est un peu compliqué pour les citoyens. Donc, vous le voyez, c'est 2 numéros ici. On a commencé par ça. C'est ce qui a été communiqué. Et puis après, passer à 3 numéros. Donc, c'est ça, ce processus que je vais un peu vous présenter. Parce que c'est ça qui est un peu intéressant. On a appris avec Ebola, nous, beaucoup de choses qui probablement peut nous servir avec d'autres épidémies, d'autres urgences. Donc, comme vous le voyez, le numéro vert, c'était 2.
Et qui a été fait? Parce que ça a été totalement géré comme une affaire administrative. Donc, on a envoyé un papier au niveau du service financier du ministère pour dire prenez un numéro vert. Qu'est-ce que c'est qu'un numéro vert, non? Et mon service qui s'occupe de ces questions n'a pas été impliqué. Je n'étais même pas au courant qu'on a pris un numéro vert. Donc, ils ont pris 2 numéros verts. Au lieu d'en prendre un, ils en ont pris 2. Et donc, comme vous le voyez, c'est le numéro, et le numéro devait aboutir sur un autre numéro simple sur des téléphones de ce type-là, comme vous le voyez, des téléphones avec antenne là. C'est ce qu'on appelle des GSM fixes chez nous. Et derrière, ils ont mis un médecin épidémiologiste qui devait travailler 24 heures sur 24 pour recevoir tous les appels. Et puis un standardiste. 2 personnes derrière le numéro vert pour toute la République du Mali. Vous comprendrez qu'il y aura des problèmes. Quand les gens appellent, quand il y a déjà une personne sur cette ligne, sauf si tu appelles cette ligne, sinon tu ne pourras pas l'avoir. Elle va être occupée. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et l'enregistrement des appels était fait sur registre manuellement. Donc, quand quelqu'un appelle, vous devez prendre son numéro de téléphone, sa provenance, enfin, un certain nombre d'informations. Donc, ça a un peu collapsé. Alors, il se trouve qu'on a eu un premier cas. Et quand on a eu le premier cas, le Premier ministre a appelé. Le numéro vert, il n'a pas eu. Donc, a demandé au ministre de la Santé qu'est-ce qui ne va pas. Donc, moi, un soir, entre minuit et 1h du matin, on m'appelle pour dire, bon, le numéro vert, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'entre-temps, moi, j'avais attiré l'attention dans plusieurs réunions là-dessus pour dire que la manière dont on est en train de faire les numéros verts, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, on me dit de m'en occuper. Donc, quand on s'en occupe, on dit, on met quelque chose rapidement en place. On dit, OK, d'abord, on a remarqué que le premier numéro vert ne fonctionnait que sur un seul opérateur. Donc, cela veut dire que tout ce qui était sur le second opérateur, vous avez ici, je pense, TELUS et Rogers. Donc, imaginez que tous ceux qui ont le numéro de téléphone TELUS puissent avoir le numéro vert et tous ceux qui ont Rogers ne peuvent pas avoir le numéro vert. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a résolu le problème, mais on voulait avoir que... Non, les opérateurs ont dit non, nous ne pouvons pas opérer sous le même numéro vert, donc on a dû prendre un autre numéro vert encore, donc qui est là. Et là, on a essayé de résoudre le problème rapidement. C'est toujours la technologie sans fil qu'on a utilisée, mais là, on a dit le numéro vert, quand il arrive, il y aura 2, 3, 4 lignes derrière pour celui-là. Et l'autre, on a continué avec le même système parce qu'on n'avait pas le choix. Mais déjà, on a commencé à réfléchir pour qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier ça. Ça, c'est la seconde itération, comme on l'a dit. Alors, la troisième itération va être, on a été très clair, on ne peut pas garder un médecin épidémiologiste, il est hyper spécialisé en période d'épidémie Ebola, qu'on garde juste pour recevoir des numéros, où 80% des gens vont appeler pour demander est-ce que Ebola existe au Mali ou bien Ebola n'existe pas, qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger. Donc, on a négocié. Excusez-moi. Alors, sur la troisième itération, on a négocié un centre d'appel professionnel avec 10 positions, c'est-à-dire 10 opérateurs qui vont recevoir les appels. Et là, ils ne reçoivent plus les appels sur des téléphones simples, mais c'est un centre d'appel, un plateau technique, donc avec un système informatique. Et donc, ils reçoivent les appels. Et donc, voilà. Et puis, l'autre numéro est resté au niveau de la Direction nationale de la santé en attendant. Ça, c'est la troisième itération. Alors, on va avoir une quatrième itération parce qu'on va se rendre compte que 10 téléopérateurs en recevant, je vais faire la corrélation avec les chiffres qui arrivaient, ça ne résout pas le problème. Donc, on passe à 20 positions, donc avec une analyse un peu automatisée des données qui vont maintenant, en ce moment, le Mali avait pris, parce qu'on avait eu deuxième cas de transmission, donc il y avait une deuxième chaîne de transmission qui était apparue. Donc, c'était vraiment très sérieux. Donc, maintenant, on met les moyens qu'il faut pour qu'on puisse avancer. Donc, comme vous le voyez, il y a ça. Après ça, la cinquième itération, qui est l'itération qui marche actuellement,
Alors, c'est 40 positions, c'est-à-dire on a 40 téléopérateurs qui travaillent, dont 30 de 8h à 23h et 10 personnes de 23h à 8h au matin. Et donc, et voilà, avec une certaine analyse des données. Alors, si nous faisons la coloration, parce que le problème souvent dans nos pays, c'est qu'on ne prend pas les décisions sur les faits, on prend les décisions sur l'émotion. Donc, comment est-ce qu'on arrivait à faire comprendre cela aux décideurs? C'est-à-dire, avant que nous n'ayons ce qu'on appelle l'utilisation des centres d'appel, les appels arrivaient. Pendant 4 mois d'existence des numéros verts, il n'y a eu que 700 appels qui avaient été enregistrés. Mais vous voyez, J1, nous on appelle J1 le jour où on a basculé sur un centre d'appel professionnel avec 10 positions. Vous voyez, il y a 2149 appels induits. Donc, visiblement, deux personnes, un standardiste et un médecin ne peuvent pas prendre ça, ce n'est pas possible, humainement. Donc, dès le premier jour le deuxième jour, c'était à 3000. Donc, quand on a montré ça, alors le politique a compris, on a commencé à nous donner les moyens. Donc, et ça correspond à l'itération numéro 3. Alors, quand le public se plaignait qu'il n'arrivait pas encore à avoir les numéros verts, c'est ce qui se passe à J11. Donc, nous passons à 20 positions. Et quand on passe à 20 positions, on double. On est à 6400, entre 6000 et 7000 appels induits. Malgré les 20 positions encore, il y avait toujours des soucis. Et les gens disaient qu'ils n'arrivaient pas à avoir. Donc, à la troisième itération, on passe à 40 positions. Vous voyez, on est à 15 000 appels induits. Et donc, quand on a montré ça aux politiques, ils ont vraiment compris qu'ils ont pris les bonnes décisions, heureusement à temps. Alors, si nous faisons la corrélation entre l'augmentation du nombre d'appels vers le numéro vert au Mali et la détection de la seconde chaîne de transmission, ça aussi c'est très clair. À J11, ici, le 11e mois 2014, si vous voyez sur la courbe, il est rouge, à partir du 11, les appels augmentent et atteignent 20 000 appels. Mais ça trouvait que nous étions avec 20 positions. Donc, on n'arrive pas à traiter. Vous avez vu, parce que la courbe bleue, c'est les appels qui ont pu être traités. Et donc, on a montré ça, on a dit, voilà des appels qui arrivent, mais qu'on n'arrive pas à traiter. Donc, il faut qu'on augmente le nombre de positions pour pouvoir les traiter. Et donc, même si on augmente le nombre de positions, dans tous les cas, dans les centres d'appel, il y a un risque où il y a 5% d'appels qu'on ne pourra jamais traiter. Parce que c'est des gens qui vont être trop pressés, qui ne vont pas attendre. C'est-à-dire, ils vont appeler 2e, 3e sonnerie, ils vont raccrocher. Donc, ça, c'est ce qui est là, avec 10% qui n'est pas traité. Donc, le fait de passer sur un système informatique qui nous permettait de recueillir les données, et on avait la possibilité de pouvoir analyser le nombre d'appelants, les statistiques par rapport aux régions. Donc, comme ce n'est pas l'objet de la présentation, je n'ai pas montré ça. Donc, alors, il y a aussi d'autres outils spécialisés qui ont été utilisés. Par exemple, il y a eu ce qu'on appelle le phénomène des MOOC, surtout anglophones, où beaucoup d'ONG, comme Médecins sans frontières, comme la Croix-Rouge, comme CARE International, ont monté des cours sur Ebola. Donc, je vous montre le seul cours francophone qui existe en la matière, qui a été monté par l'Université de Genève. Ça, c'est un cours de 4 semaines. Et je pense qu'ils vont continuer à le faire parce qu'ils ont commencé déjà il y a 2 semaines. Ils ont commencé, ils sont à la 2e semaine. Donc, il y a eu aussi ce qu'on appelle des systèmes de suivi en temps réel des contacts. Parce que le problème de Ebola, le premier cas n'est pas un problème. Après le premier cas, c'est tous ceux qui ont été en contact avec le malade. Voilà, c'est ça qui pose problème. Il faut les suivre jusqu'à ce qu'ils sortent la période de transmission qui est de 21 jours. Donc, que ce soit au Nigeria, au Mali ou en Guinée, on a utilisé des tablettes avec de la géolocalisation pour pouvoir suivre ces personnes-là. Donc,
Mais ce qui est problématique très souvent, c'est que ces outils qui ont été implémentés ne sont pas intégrés dans nos systèmes d'information sanitaire nationaux. Parce que ça a été amené par soit le CDC, ou bien par le NIH des États-Unis, ou bien par l'Institut Pasteur de France. Enfin, donc c'est des choses qui sont venues se greffer sur le système. Et l'enjeu est maintenant de pouvoir en profiter. Donc, comme je le disais, avec des outils qui permettent de faire de la géolocalisation des cas sur des cartes. Alors, au Mali, on a utilisé ce qu'on appelle des outils pour faire la cartographie des événements. Donc, je vous inviterai à aller sur le site du ministère, ces documents existent là-dessus. Mais quand même, ça nous permet de savoir que le premier cas, c'était le 23 octobre. Il y a eu des actions qui ont été prises, que ce soit avec l'OMS, UNICEF et l'aménagement. Donc, le 25 octobre, il y a eu l'hospitalisation et décès à Bamako d'un patient venu de Kouroumali en Guinée, entre le 25 et le 26. Et c'est là où a commencé la deuxième chaîne de transmission. Et donc, comme je vous le disais, quand ça s'est passé ici, là, il va se trouver que, à partir des réseaux sociaux, la population malienne a été rapidement au courant et a commencé à appeler à partir pour ce cas, avant même que le gouvernement ne donne l'information. Donc, le centre d'appel a été saturé parce que les gens se sont rendus compte de ça. Donc, 31 octobre, et puis, je vais passer rapidement. Et donc, vous avez 12 novembre, 13 novembre, voilà. Et les bonnes nouvelles ont commencé à arriver au Mali à partir du 25. C'était le 25 novembre, où il y a des personnes qui sont guéries et sorties. Et puis, il y a eu plus de décès et on est à aujourd'hui. Donc, ça, c'est parce qu'on arrive à analyser les données de manière correcte et de les mettre sur un certain nombre d'outils qui nous permettent d'avoir des schémas comme ça. Alors, je vais vous présenter un peu le système d'alerte électronique. C'est l'outil que nous, on a développé. Et pour la surveillance intégrée de la maladie au Mali. Et dès que la Guinée a été face avec le problème, nous, on a intégré rapidement cet aspect. Je ne sais pas, peut-être je pourrais faire une petite démo. Mais malheureusement, ce système n'est pas utilisé par tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs parallèles qui sont venus, et donc ils ont mis les choses en place. Or, l'enjeu, c'est de renforcer ce qui existe dans le pays. Mais avec Ebola, souvent, ça ne se passe pas. On fait des choses à côté. Donc, je vais faire la démo, mais je vais conclure avant de faire la démonstration, parce que ça peut ne pas marcher. C'est des outils. Je vais aller à Bamako. Donc, pour nous, les technologies ont été d'un apport inestimable dans la lutte contre la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Rien que par la mise à disposition de l'information en temps réel, ça a permis de gérer cette chose. Le constat est que ce sont plus les ONG, les organisations internationales, les partenaires techniques qui les ont le plus utilisés. Le système de géolocalisation a été implémenté par la fondation Gates et financé par elle, par exemple. Donc, pour nous, les technologies de l'information de la communauté peuvent permettre de remédier globalement au problème de renforcement des systèmes de santé, surtout celui des systèmes d'information sanitaire. Et comment je vais revenir là-dessus et vous le montrer. Donc, là, vous voyez, je suis connecté comme ça sur le système. Là, on a juste fait des tests pour que vous voyez, vous compreniez que ça marche. Je ne sais pas, je lui avais dit de continuer à transmettre jusqu'à ce que je sois là. Donc, vous voyez, donc, le nombre a un peu augmenté. Il est en train de transmettre le technicien pour que vous voyez. Donc, ça, c'est la possibilité qu'on peut avoir de transmettre les données vraiment en temps réel avec un tableau de bord comme ça, que n'importe qui est dans le système peut voir la situation, l'évolution réelle en temps réel sur le terrain. Donc, il n'y aura pas assez de données dans celui de Ebola, mais nous, ce qui est le plus important pour les professionnels de santé qui sont surtout
les responsables en périphérie, c'est-à-dire un médecin-chef de district ou bien un chef de poste médical. Aujourd'hui, quand ils récoltent des données pour le système d'information sanitaire, ils doivent attendre 3, 4 mois, 6 mois pour savoir qu'est-ce qui a été fait avec leurs données. Et puis eux-mêmes ne peuvent pas prendre des décisions avec leurs données. Donc, et un certain gap de ça, c'est que si on veut faire ça très bien, il va falloir qu'on donne des compétences à tout le monde en Excel, en SPSS, en data management, tout. Donc, et ça va être assez difficile. Alors, nous, on a dit, on va automatiser l'analyse des données pour les professionnels de santé qui sont en périphérie, au lieu qu'ils attendent toujours que ce soit le data manager qui finisse de nettoyer les données et de leur donner accès. Donc, je vais juste vous montrer un exemple de données analysées en temps réel. Là, je suis vraiment sur le système qui a nos serveurs qui sont à Bamako. Et si je prends par exemple une période, tout le monde sait qu'en Afrique, c'est très difficile de dire sur une année, donnez-nous les données de paludisme, par exemple, sur une année, les femmes enceintes. Quand tu demandes ça, ceux qui ont travaillé avec le terrain savent combien de temps ça prend. Alors ici, je vais aller pour janvier 2014 à décembre 2014. Et je vais juste lui dire d'abord de m'afficher ce qu'on appelle les indicateurs de base, qui est comment est-ce que les gens transmettent les données, c'est-à-dire les taux de notification et de promptitude. Alors si je clique, et heureusement que je suis dans un endroit où la connexion elle est formidable, je n'arrive pas à avoir de tel temps de réaction à Bamako. Et voilà, et la courbe qui est là, qui nous montre l'évolution de la promptitude, de la notification, par rapport aux données de paludisme, de routine du paludisme. Et donc, on se rend compte que les gens notifient vraiment, c'est assez élevé, mais ils ne notifient pas à temps, là, vous voyez. Et qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce qu'on regarde les données sur les femmes enceintes ou bien pour les enfants de moins de 5 ans? On décide pour qui? Ok, femmes enceintes. Bon, je n'ai pas accouchement assisté parce que ça, c'est santé de la reproduction. Je suis sur le paludisme. Donc, ouais, je suis juste sur le paludisme. Donc, on va les regarder, les données sur les femmes enceintes par rapport au paludisme. Donc, les décès de femmes enceintes dus au paludisme. Il suffit juste qu'on clique là-dessus. Et quand on clique là-dessus, voilà. Là, celui qui est sur le terrain peut vraiment... donc, on se rend compte que voilà les décès de femmes enceintes, mais le curve rouge, c'est les enfants de moins de 5 ans qui sont décédés par paludisme, et le bleu, c'est les enfants de 5 ans et plus. Et donc, comme on voit que les pics, c'est la période de juillet à septembre, novembre, et c'est tout à fait normal parce que c'est la période de transmission du paludisme dans cette période. Donc, avec possibilité pour... Ça, c'est pour tous les pays, par exemple, mais on peut décider d'aller voir pour la région de Mopti, par exemple. Si on clique là-dessus, on va juste faire afficher. Et donc, le système va afficher que pour Mopti. Et donc, comme on voit Mopti, c'est à peu près la même chose que pour le reste du pays. Mais on peut désagréger ça automatiquement en disant, bon, je veux aller voir pour Badjangara, par exemple. Je clique sur Badjangara et je dis d'afficher. Donc là, vous voyez qu'il y a une différence. En ce moment, celui qui est médecin-chef de Badjangara peut se rendre compte que, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des pics. En septembre, il n'y a pas de pic, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il peut aller poser des questions. Et que juste en septembre, ça baisse et puis après, ça remonte. Là, ça lui permet de prendre des décisions, d'aller regarder. Et ça, c'est en temps réel. Et non plus d'attendre que on finisse d'analyser les données et tout le reste, avec possibilité de regarder ces données, qu'on appelle ça en surveillance hebdomadaire, par exemple. On peut aller aussi jusqu'au niveau village. Donc, voilà, le système va générer des courbes automatiquement, avec possibilité d'avoir ce qu'on appelle représentation cartographique. Bon, là, je vais le montrer sur la vaccination, par exemple. On clique là-dessus. On peut regarder la couverture ou les abandons, par exemple. Mais on va regarder les taux de couverture par rapport au pentavalent, par exemple, couverture en penta. Ouais.
Donc, avec représentation de toutes les régions avec des couleurs. Donc là, vraiment, celui qui est en périphérie peut vraiment décider. Par exemple, si on prend Nyono, il va pouvoir voir même différents, par rapport à différents cercles, vous voyez, les aires Nampala, Markala, que vous connaissez bien. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ce que nous essayons de faire comprendre que c'est comme ça que ça peut marcher et faire renforcer globalement nos systèmes d'information sanitaire, nos systèmes de santé. Donc c'est ce que j'ai voulu vous montrer rapidement. Maintenant, je suis à votre disposition pour l'échange, répondre à toutes les questions. Les questions ne sont pas tabous, il n'y a pas de problème. Mais si c'est trop clinique, je dirais que je ne suis pas un clinicien. Merci bien. Merci pour cette excellente présentation. J'aimerais juste remercier encore Valérie Reed et la chaire Réalisme qui a invité M. Lee de partager avec nous. Nous voyons là, Valérie est actuellement en Colombie, alors les technologies d'information, de communication aident là aussi. Et j'ai pensé aussi à l'équipe du docteur Julio Soto, à l'INSPQ et le comité de pratique sur les surveillances. Alors, il y a peut-être des conversations à continuer. Alors, je vous invite de poser des commentaires, des questions. Moi, j'en avais quelques-uns, comme qui regarde les sites web et les blogs des ministères de la Santé? Alors, c'est l'utilité et les audiences. C'est pour qui? Pourquoi? Pour les raisons politiques ou pour les raisons appliquées? Peut-être plus sérieusement, c'est une question sur la fiabilité des données et la disponibilité de données. En Afrique du Sud, les liens entre ce qui arrive et ce qui est reporté, ce qui est dans les systèmes informatiques sont assez whatever. Alors ça, ce sont mes questions, mais je invite peut-être quelques commentaires, questions, et puis on va donner une réponse. Oui. En fait, je ne poserai pas une question spécifiquement par rapport à l'Ebola et les tiques, mais c'est plus ce que vous nous avez présenté vers la fin, là. Ce que vous nous avez présenté, je suppose que c'est en devenir. Ça pourrait être, parce que, à ce que je sache, ce système, présentement, n'existe pas au Mali. Mais, alors, ma question vise... C'est plus l'opérationnalisation d'un tel système qui, en effet, est fort intéressant pour pouvoir prendre des décisions de façon éclairée et plus rapidement. Connaissant un peu ce qui se passe au niveau des centres de santé communautaires, les CESCOM, c'est en effet la croix et la bannière en termes de collecte de données, de transmission de données, la promptitude, vous en avez parlé. Mais est-ce que ce système ferait en sorte que la saisie de toutes les données se ferait effectivement au niveau des CESCOM pour que, oui, l'information sorte en temps réel? Puis il y a une partie de l'information qui, pas une partie, mais l'information pourrait être analysée beaucoup plus rapidement. Mais plusieurs CESCOM n'ont pas l'électricité, n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas. Alors, merci. Alors, une troisième question, et puis on donne la parole au conférencier. Bonjour, je m'appelle Aboubakri Golok. Donc, je rebondis tout juste par rapport à la question qui vient d'être posée pour savoir, par rapport à la remontée des données. Comme on sait, dans certaines organisations communautaires de base, on n'a pas effectivement des outils informatiques qui permettent de saisir parfois quel est le dispositif que vous mettez en place pour essayer de faire remonter ces données. La deuxième question a trait à l'interopérationnalité, parce que vous l'avez dit dans votre présentation, nous au Sénégal, nous avons essayé de mettre en place un programme. Et ce programme-là, il y avait beaucoup d'enjeux entre les différents opérateurs téléphoniques. Parfois, il y en a certains qui ne voulaient pas embarquer dans ce programme-là parce que tout simplement, ils ne voulaient pas que les autres viennent. Donc, vous, en ce qui vous concerne, comment est-ce que vous avez pu régler ce problème-là?
Nous avions peur que toute la discussion toucherait sur l'Ebola et rien du tout sur l'éthique, alors je suis contente que c'est l'inverse, pour commencer. Alors, à vous. Bien. Merci bien. Pour ceux qui utilisent les données des sites web gouvernementaux, c'est les citoyens. Les citoyens, oui. C'est anecdotique. Les citoyens, et surtout, pas les citoyens seulement du Mali, mais les citoyens mondiaux. Quand nous avons mis en place le site web du ministère de la Santé du Mali, il y a une partie, donc ça fait longtemps que moi je ne l'utilise plus, mais je vais voir si j'arrive à retrouver. Alors, excusez-moi. Donc, quand on a mis ce site web en place en 2009, j'ai beaucoup discuté avec les autres services du ministère pour qu'on ait les informations là-dessus, notamment la cellule de planification des statistiques qui est chargée de recueillir toutes les données. Et tout. Alors, en fait, j'ai commencé la discussion en 2008 parce que le site il a été créé fin 2007, tout était fini, prêt, on a mis en ligne. Ce n'était pas cette version. C'était une version qui était ancienne. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aurais peut-être des problèmes pour retrouver. Ah, c'est là. Vous avez vu ici, annuaire. Donc, annuaire, je vais aller voir, est-ce que si c'est le SLIS, je pense, ou le SNIS, je ne sais plus. Je vais aller voir s'il y a des données dessus. Voilà. Ça, c'est l'annuaire statistique des hôpitaux du Mali, par exemple. Système local d'information sanitaire ou le SNIS, annuaire de, voilà, donc je vais voir ça. Alors, pour pouvoir mettre ces données en ligne, j'ai beaucoup discuté avec la CPS. 1 an de discussion. Celui qui détenait les données, il a fallu qu'il ait une bourse pour aller étudier en France, que le secrétaire général du ministère de la Santé lui dise « Ok, si tu ne donnes pas les données pour qu'on publie là, moi je ne signe pas ton ordre de mission. » Il a donné, rapidement. Ce qu'on a cherché pendant 9 mois, il a donné en 9 minutes. Et quand on a mis ça en ligne, il s'est trouvé que, parce qu'on a mis, et c'est eux qui travaillaient, ils ont leurs coordonnées sur le document, tout. Et donc, il y a une chercheuse, quelqu'un qui faisait son master au Japon, une dame, une japonaise. Elle est allée sur le site, elle a trouvé ces documents. Normalement, elle aurait dû se déplacer au Mali pour venir trouver tous ces documents, et voilà. Donc, elle ne s'est plus déplacée. Elle était tellement contente, elle a écrit personnellement au monsieur pour dire merci d'avoir mis ces données-là sur le site web du ministère. Et tu m'as permis de faire mon travail, mes recherches et de ne pas me déplacer. Il a reçu ça, il n'en revenait pas. Il se trouve que les autres données, il a tout pris, il nous a donné. Et chaque fois que les données sortent, il nous donne. Si nous, on prend 2 heures ou 3 heures de temps parce qu'on était en train de faire autre chose avant de les mettre en ligne, c'est lui qui nous tombe dessus pour dire vous n'avez pas encore mis les données en ligne. Et donc, j'aurais pu aussi vous montrer, qu'on appelle ça, les gens qui visitent le site avec le nombre de clics, tout. Donc, mais comme vous le voyez ici, site en migration, merci pour votre préparation parce qu'on a choisi une nouvelle version, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, il se peut même qu'il n'y ait pas de certaines données, parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus. On a commencé cette migration il n'y a pas longtemps. Donc, il n'y a que la partie actualité. Et Ebola exige, on a tout focalisé notre effort sur Ebola, donc c'est ça. Donc c'est les citoyens qui utilisent. Et vraiment, nous, le site web du ministère de la Santé du Mali a entre 500 et 1000 visiteurs jour venant du monde. Ouais, parce qu'ils trouvent les informations et parce que les informations sont à jour. Voilà. La seconde question, c'est le SNISI. Ouais. Le SNISI n'est pas ce qu'on appelle... non, ça, ce n'est pas théorique. Il existe. Je me suis connecté pour vous montrer les données en temps réel. Regardez, pour le paludisme, nous sommes sur déjà... Non, je vais vous montrer. Sur le paludisme, nous sommes sur Bamako, Mopti et Ségou. Il y a la nutrition. Vous avez vu la nutrition? Elle est là. Il y a
la surveillance, la cécité. Il y a... Non, on n'est pas qu'on appelle ça dans toutes les régions, parce que c'est ça, nous, on se bat pour faire comprendre aux gens. Voilà, on se bat pour faire comprendre aux gens que c'est ça qui doit aller partout. C'est ça. Quand Ebola est venu, là, le CDC est venu avec ses applications. Au lieu de nous renforcer sur ça, de nous renforcer sur le suivi en temps réel lié à Ebola, que nous, on avait déjà mis en place, non, ils ont amené une autre application qui d'ailleurs est en anglais, les Maliens étant francophones. Donc, il y a du mal à utiliser cet outil. Or, celui-là est en français. Non, ça, ce n'est pas une démonstration. C'est des choses qui sont déjà faites, qui existent, dont on veut que tout le monde utilise. Maintenant, on veut aller jusqu'au niveau du CESCOM. Ça me permet de répondre à votre question. Nous, on a mis ce qu'on appelle une infrastructure, qu'on appelle ça de flotte mobile pour la santé. Le premier a commencé avec le projet de santé de la reproduction, que vous voyez ici. La santé de la reproduction, financé par le FINUAP. On a commencé avec 500 lignes. Et le FINUAP a payé tout pour une année. Le problème que nous avons dans nos pays, c'est qu'on veut le tout gratuitement. Nous tendons toujours la main. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une très bonne attitude. Il faut mettre en place ce qu'on appelle des partenariats gagnant-gagnant. Les compagnies de téléphonie mobile, s'ils savent qu'ils vont gagner de l'argent, ils vont t'aider à faire ton affaire. Mais si c'est juste pour dire il faut que la fondation MTN ou bien la fondation Move ou bien la fondation de Orange finance et puis c'est tout, non, ça va s'arrêter quand le financement va s'arrêter. Même par exemple avec l'USAID, quand un financement de l'USAID s'arrête là, tout le reste du programme s'arrête. Au Mali, il y a eu, avant nous, il y a eu des projets avec de téléphonie mobile avec Etienne, qui est un programme de 10 ans de USAID où ils ont transmis des données par téléphonie mobile depuis les CESCOM jusqu'au niveau le plus central. Mais à la fin du projet, personne ne sait aujourd'hui même où sont partis les téléphones et les lignes. Mais nous, quand on fait un programme, un projet, on dit notre problème, c'est l'investissement initial. Parce que ça c'est coûteux, c'est cher. Donc, je dis aux partenaires, vous faites l'investissement initial, vous nous financez sur ça. Mais je vous donne la garantie, dès que ça c'est fait, ça ne s'arrêtera plus. Le fonctionnement, ça c'est mon affaire. Donc, j'ai négocié avec les opérateurs de téléphonie mobile que tout ce qui concerne les communications sur la santé, dans le système de santé, je n'ai pas demandé beaucoup, j'ai demandé qu'il y ait 25% de réduction sur le coût. Ils ont accepté. Parce qu'eux, ils font du business aussi derrière. Et donc, quand on a eu ça, eh bien, aujourd'hui, nous sommes à 2000 lignes sur la République du Mali. Et mon objectif, c'est que les 19 000 professionnels de santé soient tous équipés de téléphones mobiles. Et ça nous permet de répondre à la question. Mon téléphone est avec elle. Les applications de remontée des données, c'est sur le téléphone. C'est le formulaire? Oui, c'est sur le téléphone. Non, toutes les données que vous avez vues là ont été remontées par téléphone. Donc au début, on a fait ce qu'on appelle des applications un peu compliquées, Java, et puis on a appris. Qu'est-ce qu'on a appris? Donc je vous le montre là. Là, on a nutrition et SMIR. Je vais cliquer sur un formulaire, voilà, et voilà, sur le téléphone. On est passé, qu'on appelle ça, sur la technologie Android. Pourquoi? On était sur Java. Et il se trouve que, pour moi, ça, ce n'est pas l'avenir non plus. Ça, c'est ce qu'on appelle la période intermédiaire. On va faire ça pendant 10 ans, mais il va falloir qu'on passe à autre chose, parce que ça ne tiendra pas non plus la route. Parce que nous travaillons par pathologie, ce qui est une ineptie en termes de santé mondiale, comme on dit. La verticalité, ça ne résoudra pas le problème. Ebola l'a démontré. C'est parce qu'on a travaillé sur le malaria, on a travaillé sur VIH, on a travaillé sur tuberculose, chacun a un stylo dans son coin. C'est la raison pour laquelle, quand Ebola est arrivé, ça a trouvé que tout est par terre. Si on avait travaillé horizontalement, de manière holistique, on n'en serait pas là. Donc ça, c'est la phase intermédiaire, d'utiliser les formulaires sur les téléphones. Mais ça nous a permis de résoudre un problème. C'est quand on changeait, on corrigeait un formulaire ou bien des indicateurs, on a besoin. Si tu changes une seule ligne, tu es obligé de changer ça sur tous les téléphones.
soit tu faisais venir tous les téléphones à la capitale, ou bien tu envoyais des gens pour aller changer ça sur tous les téléphones. C'était très, très compliqué. Or, l'année dernière, ce que nous avons pu négocier avec les opérateurs, c'est que chaque ligne de téléphone mobile appartenant à l'Antine, qui est la flotte pour l'agence de télésanté, vient avec data de 500 mégas. C'est-à-dire que tu as une connexion Internet de 500 mégas qui accompagne ta ligne téléphonique, dont le professionnel de santé ne paie rien. C'est l'agence qui le paye. Et donc, ça nous a permis de switcher et de faire en sorte que quand on change une ligne dans les formulaires, on le met sur Google Play, ils vont télécharger, ou bien on fait du push. Ça va, dès que tu allumes ton téléphone, ça va dire que l'application a été mise à jour, ça met automatiquement à jour. Donc, c'est ce qui nous met vraiment un peu plus à l'aise. Mais comme je le dis, ça, ce n'est pas l'avenir. L'avenir, c'est dans l'extraction automatique des données. Et ça, on l'a essayé. Ça aussi, ce n'est pas, qu'on appelle ça, du PowerPoint. Hein. Là, je suis sur des serveurs de Bamako. Et je vais vous le montrer. L'extraction automatique des données est possible. Et nous pouvons aussi mettre des outils qu'on appelle informatiques jusqu'au niveau du CESCOM, c'est possible. Ce n'est pas difficile. Il suffit juste d'avoir la volonté politique de le faire. C'est facile. Et ça ne coûtera pas plus cher que le papier. Alors, nous avons informatisé, on a une solution informatique qu'on a mis dans un certain nombre de structures. Et aujourd'hui, on n'est pas encore au niveau du dossier médical du patient, mais le système a le dossier médical. Mais pour qu'un hôpital puisse l'utiliser, il faut qu'il y ait un ordinateur jusqu'au lit du malade. Bon, ça, ce n'est pas encore fait, mais ce n'est pas cher. Je vais vous montrer. L'hôpital Gabriel Touré, qui est le premier hôpital de Bamako. Je vais aussi inviter d'autres questions. D'accord. Rapidement. L'hôpital de Gabriel Touré, mais là, vraiment, la connexion, elle est formidable. Hein. Donc, ça, c'est le tableau de bord de l'hôpital Gabriel Touré. J'ai touché seulement, c'est venu. Donc, vous vous imaginez si tu demandais à l'hôpital Gabriel Touré de te dire son revenu annuel, c'est-à-dire 2014, qu'est-ce que Gabriel Touré a gagné? Tu vas mettre du temps pour l'avoir, mais je vais vous le montrer en un clic. Vous avez données financières, je clique là-dessus. Oh, c'est formidable ça. Je n'ai jamais vu de faire de démo aussi rapide. Vous voyez, là, vous avez le revenu total de Gabriel Touré pour 2010, 710 millions de francs CFA, avec la répartition entre les hospitalisations et les visites, et entre les revenus assureurs et ce que le patient, le malade malien paie de sa poche. Dès que le directeur Gabriel Touré a vu ça, là, il a compris que vraiment les Maliens payent pour 500 millions par an de leur propre poche pour lui. Il commence à les prendre très au sérieux. Avec possibilité de voir quels sont les actes qui donnent le plus de ressources. Et c'est ce qu'on appelle l'extraction automatique et puis avec ce qu'on appelle aussi analyse automatique. En tant que directeur d'hôpital, je n'aurais pas besoin d'un statisticien ou bien... Non, moi-même, je peux. C'est ça l'avenir. Et il faut qu'on mette ce système dans chaque CESCOM et qu'on les relie, qu'on appelle ça au CSRF. Je vois, madame, mais c'est possible. Et ça ne coûtera pas très cher. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? D'autres questions? 1, 2... Merci. Moi, c'est Elhaj Mbaye. J'ai une question, moi, par rapport à Ebola, du coup. En fait, on sait que Ebola part souvent de régions où les gens n'ont pas l'électricité et, du coup, n'ont pas Internet. Et je pense que ce système, il est génial, mais c'est beaucoup plus pour les professionnels ou pour les gens du ministère. Et du coup, comment faire de la prévention ou on veut de la preparedness ou toutes ces choses-là en anticipant, non pas à être médecin après la mort, mais en anticipant sur les problématiques de santé dans les coins les plus reculés et auprès des populations les plus vulnérables qui, du coup, n'ont pas accès à ces technologies-là. Barthélémy. Je voudrais d'abord faire un commentaire pour féliciter notre invité pour dire que c'est extrêmement brillant et je trouve qu'avoir la technologie en Afrique pour pouvoir mieux gérer le système d'information, c'est extrêmement important. Mais j'ai une préoccupation simple. Je suis moi-même sur le terrain tout le temps
Et je vois beaucoup de pays africains, notamment le Mali, avec le niveau d'éducation qui est relativement faible et dont l'accès à l'information et l'adoption des technologies par la population me paraît être extrêmement difficile. Je suis en train de terminer une demande de subvention, par exemple, sur la santé sexuelle et reproductive. Et j'ai demandé au Cameroun, à l'ensemble des différentes formations sanitaires, pour obtenir les données élémentaires, vraiment de base, là, sur la situation sanitaire. Quand je demande au médecin chef de district d'une localité, Kaélé, par exemple, il me donne l'information, mais le médecin il a quitté Kaélé pour aller à Kousséri. À Kousséri, au cours des 10 dernières années, il n'y avait pas grand-chose. Donc, le médecin de Kaélé qui arrive maintenant, il dit, mais moi, je vais reprendre là où l'autre a laissé, mais sauf que là où il va, il n'y a plus rien. Et on se trouve dans une population où, en milieu rural, près de 80% de gens ne mettent pas pied à l'hôpital. Donc, je dis, un peu comme Christina demandait tout à l'heure, je pense qu'on connaît toute la situation en Afrique. Les données des formations hospitalières qu'on a un peu machinées comme ça, quel est le degré de fiabilité de ces données et qu'est-ce qu'on peut, en termes d'action, faire si on a des données qui sont problématiques, précisément parce que l'environnement ne nous permet pas à la base d'avoir un système de transmission d'informations fiable. Dernière question. Larissa Kodjoué, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une question sur l'appropriation d'éthique. Je voudrais savoir quel est le taux de pénétration, par exemple, d'Internet dans la population au Mali, mais surtout l'utilisation des téléphones portables, jusqu'où ça va. Est-ce que vous avez, par exemple, des données sur le nombre de personnes ou le nombre de lignes comparé à la population, etc., pour pouvoir faire un lien entre être mobile, être joignable par téléphone, pouvoir avoir accès aux informations sur Internet, etc. Merci. Nous avons des gens qui sont un peu sceptiques, mais qui veulent avoir de l'espoir. Alors, donnez-nous de l'espoir. Tout à fait. Bien. Donc, la question était par rapport aux zones rurales et Ebola. Et que il n'y a pas d'accès, c'est très difficile. Vous savez, quand on mettait en place les projets de téléphonie mobile, le recueil de données, moi, j'étais vraiment, ça va marcher, c'est tout bien. Mais j'ai fait une découverte. Parce qu'on disait, oui, tout le monde va commencer à saisir les données sur le téléphone, ils vont l'envoyer, c'est en temps réel, on va tout contrôler, c'est très bien. Ça, c'est pour les professionnels de santé qui sont déjà des lettrés, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous avons découvert? On a eu de la chance parce qu'on a fait ce qu'on appelle une démarche gagnant-gagnant avec les opérateurs. Parce que la flotte offre pour les professionnels de santé la voix en illimité, les SMS en illimité et 500 mégas de données data par mois, comme je vous l'ai dit. Je pense que c'est ce qui nous a sauvés. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui viennent, disent on va acheter juste des quantités de SMS, on va donner, et puis les gens vont transmettre les données, et puis après on s'est rendu compte que ça échoue. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous on a programmé le serveur. 72 heures avant la date de transmission des données, le serveur envoie un SMS pour dire vous devez transmettre les données dans 3 jours. 48 heures avant, ça fait la même chose. 24 heures avant, ça fait la même chose. 2 heures avant, ça fait la même chose. Jusqu'à 5 minutes avant, ça fait la même chose. Mais l'heure et le moment arrivent, aucune donnée ne vient. Quand on a discuté, j'ai dit, écoutez, vous avez des téléphones, mon équipe, vous ne payez pas pour communiquer avec eux, mais appelez-les pour leur demander pourquoi ils ne transmettent pas les données quand le moment arrive. Voilà ce qui s'est passé. Parce que ces gens sont dans les zones reculées, sont en périphérie. Quand les équipes les appellent pour dire « Ah, attends, mais comme vous savez, au Mali, quand tu appelles, tu ne vas pas dire « Envoie-moi les données ». Quand tu appelles, tu vas dire « Bonjour, ça va, la famille, les enfants, ici, voilà. Est-ce que tout va bien ?» Voilà. C'est après qu'on a fini ça qu'on va demander les données. Il se trouve que quand ils finissent de faire les données, non, 2 minutes, sinon même 5 minutes après, les données arrivent.
Donc nous nous sommes rendus compte que le lien social, vocal, était plus important que tous les outils bizarres qu'on va mettre en place. Et donc nous, notre stratégie, elle est claire là-dessus maintenant. Et ce que je dis, il faut tenir compte de l'oralité des gens. C'est des professionnels de santé qui sont allés à l'école, mais ils n'écrivent pas, ils n'aiment pas écrire. Moi-même, je n'aime pas écrire. Votre PowerPoint, là, je l'ai préparé dans l'avion. J'aurais dû le préparer je sais, Valérie m'avait dit depuis 3 semaines, on est au courant de ça, mais c'est en venant dans l'avion et j'ai fini hier soir. Sinon, je dirais ce matin. Donc, en tant qu'Africains, la majorité d'entre nous n'aiment pas écrire. Enfin, c'est comme ça, c'est culturel. C'est comme ça. Que les gens le veulent, oui ou non. Moi aussi, j'étais très... Mais on n'aime pas écrire, c'est clair. Donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a du succès sur nos données. Je vous ai montré, vous avez vu. Ils appellent, il y a ce lien. Et puis l'autre chose, c'est que ces gens se sont rendus, ils sont devenus importants. Le fait qu'on les appelle, qu'il y a ce lien, ils sont devenus importants. Mais par contre, pour répondre à votre question, qui est ceux qui sont dans la communauté, oui, on fait le lien avec les radios communautaires. Les radios communautaires font le relais pour apporter l'information aux gens. Les gens écoutent la radio. Mais les gens aussi, même dans les zones rurales, ont le téléphone. Les chiffres, ça me permet de vous répondre. Pour le téléphone au Mali, nous avons 19 millions de téléphones mobiles au Mali. Donc on a plus de téléphones mobiles fonctionnels au Mali que la population malienne qui est de 14,5 millions. Aujourd'hui, nous avons 80% de notre territoire qui est couvert. Si on sait que 70% de notre territoire, c'est le désert, le Sahara, il n'y a pas trop de problème. Tout l'enjeu, c'est de mettre en place des applications qui répondent aux besoins réels des gens. Tout l'enjeu est là. Si on ne fait pas une analyse des besoins, on regarde, est-ce qu'on répond à ce que les gens veulent sur le terrain, on tape à côté. Donc, comme je vous le disais, c'est la culture de recueil des données. Vous avez tout à fait raison. Le médecin A recueille bien les données, le médecin B ne le fait pas. Donc, il y a des problèmes. Mais l'intérêt avec ces outils, qu'est-ce que ça fait? L'intérêt est que, on l'a remarqué avec le programme de paludisme, les gens, ils donnent les données, par exemple les décès de femmes enceintes de paludisme, ils donnent. Et puis, la période trimestrielle arrive où la Direction nationale de la santé a besoin de ces données. Parce que comme ce n'est pas partout, les gens transmettent, ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils nous ont demandé de leur donner la possibilité de valider les données. Donc, on a donné cette possibilité. Mais depuis le début du projet jusqu'à maintenant, personne ne s'est connecté pour valider. Mais quand on donne cette possibilité, on donne la possibilité aux médecins-chefs de corriger leurs données. Mais ils ne peuvent pas effacer, qu'on appelle ça, les données initiales. Mais ils peuvent corriger. Mais ce que nous nous sommes rendus compte, c'est que les gens se connectent pour changer les données. Quand ils se rendent compte qu'ils ont transmis une dizaine de décès de mères par paludisme, ils se connectent pour le ramener à 2, à 1 ou bien à 0. Nous, on a vu dans le système. Donc, cela veut dire qu'avec la méthode papier, vous ne pouvez pas contrôler ça. Ils vont regarder, ah non, je ne vais pas transmettre. Et ça dépend vraiment de la manière dont les gens gèrent. Est-ce que le fait de transmettre des mauvais chiffres comme ça va plutôt amener à ce qu'on change la stratégie, on regarde, ou bien ça amène des sanctions? Si ça amène des sanctions, c'est clair. Les gens ne veulent pas personne ne veut être sanctionné. Donc ça, c'est une réalité sur le terrain. Mais ces outils électroniques, c'est que ça amène la transparence, ça amène la traçabilité. Parce que si tu changes, ça se saura. On te dira, tu t'es connecté à telle heure, à tel moment, tu as changé telle donnée. Pourquoi tu l'as fait? Tu vas t'expliquer. Mais ça aussi, ça joue souvent contre ces outils, parce qu'en menant la transparence et la traçabilité, eh bien, il y a des gens qui luttent contre. Par exemple, quand on regarde aujourd'hui, si tu vas sur les programmes verticaux amènent tout le bon personnel vers eux, parce qu'ils payent mieux. Donc, c'est ceux qui ne sont pas bons qui vont rester, qu'on appelle ça, dans le système national. Donc, il faut voir. L'éducation par rapport à... Ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant parce qu'on dit toujours que c'est ce que moi je dis.
Venez, je vous amène, comment on appelle ça, au marché de Bamako ou bien au marché de Yaoundé. Vous allez voir les bonnes femmes qui ne sont jamais allées à l'école avec le téléphone. Comment est-ce qu'ils arrivent à appeler? Et aujourd'hui, il y a des systèmes qu'on appelle ça d'information agricole pour connaître le prix, qu'on appelle ça des produits. Ces bonnes dames utilisent. Elles ne sont pas allées à l'école. Hein? Les chiffres. Donc, c'est à nous. Oui, mais c'est à nous de nous adapter à ça. Il y a les serveurs vocaux. Valérie Raid a fait un beau projet, qu'on appelle ça, à Ouagadougou. Un serveur vocal interactif. Ça marche. C'est à nous. C'est ce que je dis. Il faut que nous tenions compte de l'oralité. Parce que envoyer tout le monde à l'école, ce n'est pas demain la veille. Hein. Donc, on doit faire avec ce que nous avons entre nos mains actuellement. Et on peut faire mieux. Et avoir de bons résultats. Merci. Merci. Je veux vous remercier. C'est rarissime qu'on a des intervenants qui sont des technophiles, mais aussi qui comprennent très bien les réalités des systèmes de santé, des maladies et des personnes. Dans la recherche actuelle sur le mHealth, par exemple, ce sont les dimensions relationnelles et sociales qui sont les plus prometteurs et freinants à la fois. Alors, je vous remercie. Est-ce que vous allez passer un peu de temps avec nous ou c'est juste un aller-retour ou vous êtes ici depuis jusqu'à quand? Je suis là à Montréal jusqu'au samedi, mais après, je vais un peu plus vers l'Atlantique, à Moncton, pour 4 jours, et Toronto, et puis après, je retourne au Mali. Oui. Vous avez un courriel ou un Skype qu'on pourrait, ou un numéro de téléphone. Alors, je vous invite, si vous avez quelques questions, pour échanger avec notre conférencier. Et je vous remercie encore et aux organisateurs de ce séminaire que j'ai trouvé fascinant et très, très plaisant. Alors, merci et bonne journée à vous.